Les codes secrets, les messages chiffrés, les langages cryptés sont aussi vieux que l'homme. Parmi les grands codes historiques, beaucoup ont pu être cassés. Mais l'un des plus longs textes à clé du Moyen-Âge garde tout son secret. C'est le manuscrit de Voynich. Un ouvrage composé dans une langue et un alphabet inconnu et illustré d'images énigmatiques par un auteur qui a gardé l'anonymat. Quel secret se cache derrière ces lignes? Pour le savoir, un chercheur a décidé de soumettre le manuscrit à un examen exhaustif en faisant appel aux toutes dernières techniques d'exploration scientifique. L'analyse du parchemin, de l'encre et des pigments devrait enfin livrer la clé de l'énigme. Durant la Seconde Guerre mondiale, les services de renseignements américains parviennent à déchiffrer le code Purple de l'ennemi japonais. L'équipe est dirigée par William Frederick Friedman, l'un des meilleurs cryptologues de l'époque. En guise d'exercice, Friedman et ses hommes décryptent des textes codés célèbres. Aucun ne leur résiste, sauf un. Le manuscrit de Voynich. Les Américains finissent par jeter l'éponge. Ce sera leur seul échec. Le manuscrit de Voynich est un texte de plus de 200 pages que les spécialistes tentent de décrypter depuis le début du siècle. En 1912, un antiquaire new-yorkais du nom de Wilfrid Voynich se rend à la Villa Mondragone, dans les environs de Rome, pour acquérir des livres anciens. Les jésuites vendent une partie de leur collection. L'un des coffres qu'examine Voynich a appartenu au père Athanas Kircher, un grand savant du XVIIe siècle. Le coffre contient divers ouvrages, dont un manuscrit très étrange. Un volume attira mon regard. Il était si laid, comparé aux autres, que cela piqua ma curiosité. Je constatais qu'il était entièrement écrit en langage chiffré. Voynich achète le manuscrit et passera le restant de ses jours à tenter de le déchiffrer. Mais à sa mort, le mystère demeure entier. Aujourd'hui, l'ouvrage est conservé à la bibliothèque de l'Université de Yale, qui possède l'une des plus belles collections de livres rares du monde. René Zandbergen étudie le manuscrit de Voynich depuis des années. Good afternoon. Good afternoon. Can I help? Je voudrais voir le manuscrit de Voynich. La première fois que j'ai vu une page du Voynich, je me suis dit, ça n'a pas l'air bien méchant. Je vais vite le déchiffrer.
Mais quelques années plus tard, force est de constater que je me suis trompé. J'ai échoué, comme tant d'autres avant moi. Le précieux manuscrit est conservé dans une section spéciale de la bibliothèque. C'est la toute première fois que René Zandbergen voit l'original. C'est étonnant. Quelqu'un a écrit ce texte il y a des centaines d'années probablement, et aujourd'hui, avec toute la technologie moderne, on n'arrive toujours pas à le décrypter. Ces 200 et quelques pages de parchemin contiennent un texte d'environ 170 000 caractères et d'innombrables images très détaillées. On se perd facilement dans ce dédale de signes obscurs. Un autre aspect très étonnant de ce manuscrit, c'est qu'il autorise toutes les interprétations. On peut y voir ce que l'on veut. On peut échafauder toutes les hypothèses possibles. On trouvera forcément de quoi l'étayer dans ces pages. Mais jusqu'à présent, aucune théorie n'est parvenue à s'imposer. Un examen plus détaillé permet d'identifier différentes sections. Le découpage est suggéré par le sujet des dessins. Paula Ziatz est restauratrice en chef de la bibliothèque. Elle a passé de nombreuses heures sur le Voynich. On ne comprend pas le texte, mais les enluminures donnent une indication du contenu. Visiblement, on a affaire à plusieurs sections. La majeure partie de ce document semble traiter de botanique. Ça ressemble fort à un herbier. On nous montre les racines, les feuilles et les fleurs de différentes plantes. Certains dessins paraissent réalistes. J'imagine qu'on apprend où trouver ces plantes, comment elles poussent et à quoi elles servent. La médecine a longtemps reposé sur les plantes. Un autre aspect de la médecine de l'époque se retrouve dans ces constellations d'étoiles du zodiaque. On en trouve des pages et des pages. C'est très détaillé. Mais évidemment, on ne sait pas ce que ça signifie. Là encore, certaines figures semblent d'une précision étonnante. D'autres révèlent des effets optiques cachés lorsqu'on les anime. Mais quel est le rapport entre la botanique et l'astrologie? Au Moyen Âge, avant de traiter quelqu'un avec des plantes médicinales, il fallait connaître son signe astrologique. Un peu plus loin, on voit des femmes dans des bains d'eau verte. Ces scènes sont très étranges. Faut-il en déduire que le Voynich est un traité de médecine sur les eaux thermales, ou qu'il contient le secret de la fontaine de Jouvence? Une hypothèse osée, mais qui concorde avec la suite. La section suivante ressemble à un livre de recettes. On dirait des explications sur l'art de couper, de préparer ou de cuire les plantes décrites précédemment. Pour un œil novice, cela ressemble vraiment à un herbier ou à un traité sur les plantes médicinales.
Un médecin de génie a-t-il consigné ses remèdes sous une forme codée pour les cacher à ses rivaux ou à l'Inquisition? Qui donc a rédigé cet étrange traité? Un indice va mettre Wilfried Voynich sur une piste. Voynich réalise des reprographies de l'original et fait ainsi apparaître un détail caché. Il s'agit d'une signature sur la première page. On l'a effacée, mais elle reste visible à la lumière ultraviolette. Il y a un T. Tepenesh. Et en dessous? Jacobus à Tepenesh. Jacob de Tepenesh. C'est un médecin et un herboriste du début du XVIIe siècle. Il a créé un remède qui a fait sa fortune et sa renommée dans toute la Bohême. En 1608, il est appelé à Prague pour soigner Rodolphe II de Habsbourg. L'empereur souffre de mélancolie. Tepenesh cultive ses propres plantes et les distille lui-même. Son remède a une forte teneur en alcool. Et il produit l'effet voulu. Le monarque reprend goût à la vie. Reconnaissant, il anoblit Tepenesh et le nomme chimiste de la cour. Mais pourquoi un médecin aurait-il consigné ses remèdes dans un langage codé? Les médecins pouvaient avoir maille à partir avec l'Église et les autorités. Kevin Repp est le conservateur de la collection de manuscrits de la bibliothèque de Yale. Le développement de la science était très lié à l'alchimie au début de l'époque moderne. Mais l'alchimie était une science occulte. Les informations contenues dans les livres d'alchimie étaient secrètes. Jacob de Tepenesh est-il l'auteur du plus mystérieux des traités scientifiques? Une chose frappe tout de suite quand on examine les dessins de plantes. Ils ne sont absolument pas réalistes. Certains détails sont grossis. Feuilles et racines font davantage penser à l'anatomie humaine ou à des figures géométriques qu'à des organes végétaux. L'ensemble ressemble moins à une description botanique qu'à une allégorie. Mais ce type de dessin s'inscrit dans une tradition remontant au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on ne représente pas les plantes de façon réaliste ou fidèle à la nature, mais de manière à souligner les vertus qu'elles possèdent. À l'époque de Tepenesh, au début du XVIIe siècle, cette tradition picturale est déjà abandonnée. On représente les plantes avec beaucoup plus de réalisme.
Un traité du XVIe ou XVIIe siècle ressemble davantage à ce manuscrit de 1562. Comme vous pouvez le voir, l'auteur accorde beaucoup d'importance à la précision du dessin. Ces plantes sont tout à fait reconnaissables. Jacob de Tepenesch ignorait ces détails historiques. Les dessins qu'il aurait pu exécuter se seraient forcément inscrits dans le style de son époque. Il ne saurait donc être l'auteur du manuscrit. Mais alors, pourquoi son nom figure-t-il en première page? La même signature orne d'autres livres lui ayant appartenu. Le manuscrit de Voynich a dû être en sa possession à un moment ou à un autre. Mais il est sans doute plus ancien. Du moins, c'est ce que semble indiquer une lettre trouvée avec le manuscrit. Cette lettre est très importante. Elle date de 1665 et a été écrite par un médecin de Bohême du nom de Johannes Marcus Marci. Elle est adressée à son ami Athanase Kircher à Rome. C'est un esprit universel et un polyglotte qui parlerait toutes les langues connues. Marci lui demande de traduire l'ouvrage. Il précise que l'empereur Rodolphe II l'a acheté pour 600 ducats. Rodolphe est un protecteur des arts et des sciences. À son époque, science et magie sont intimement liées. Rodolphe possède une vaste collection de grimoires et d'objets rituels de magie. Le précieux manuscrit de Voynich en est l'une des pièces. L'empereur dépense des sommes folles pour sa collection. À sa mort, il laisse des dettes. Or, Jacob de Tepenesch est l'un de ses créanciers. Il pioche probablement dans la bibliothèque impériale pour se rembourser. C'est sans doute ainsi que le manuscrit entre en sa possession. La lettre adressée à Athanase Kircher fournit également un indice sur l'auteur du manuscrit. Il pourrait s'agir de Roger Bacon, en latin Rogerium Baconem. Roger Bacon est un philosophe et savant anglais du XIIIe siècle. On le surnomme Doctor Mirabilis, le savant admirable, en raison de sa science prodigieuse. Très en avance sur son temps, Bacon s'attire maintes fois les foudres de l'Église. Ses travaux lui valent même plusieurs séjours en prison. C'est l'un des premiers savants européens à s'intéresser à l'optique. Il explique la formation des arcs-en-ciel. Il étudie les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière. Et il utilise des verres grossissants. De nombreuses enluminures du Voynich, en particulier dans la section astrologique, évoquent des formes qui sont visibles dans la nature, mais uniquement au microscope. S'agit-il des toutes premières découvertes scientifiques dans un domaine jusque-là resté inaccessible, celui de l'infiniment petit ?
Cela justifierait l'utilisation d'un langage codé. Car pour ce genre de travaux, on risque le bûcher des hérétiques au XIIIe siècle. Mais les lentilles mises au point par Roger Bacon pour corriger la vision, sont-elles capables de grossir l'infiniment petit? Richard Santa Coloma a étudié les effets optiques apparaissant dans le manuscrit. À l'époque de Roger Bacon, il n'existait pas de microscope capable de montrer le niveau de détail qu'on voit dans le Voynich. Il faut attendre le début du XVIIe siècle avec Cornelius Drebbel, qui met au point un microscope sophistiqué à lentilles biconvexes pour qu'on puisse voir les formes que ces dessins semblent représenter. Le manuscrit pourrait-il être une sorte de carnet de notes? Au début, j'ai effectivement cru qu'il s'agissait d'un carnet dans lequel Cornelius Drebbel avait consigné ses observations au microscope. Mais finalement, je crois plutôt que c'est une œuvre de fiction. Il y a beaucoup d'éléments purement imaginaires. De fait, la plupart des dessins mettent en scène des visions fantastiques. Renvoie-t-il à cet âge fabuleux où l'homme possédait la connaissance absolue, auquel on se plaît à croire au XVIIe siècle? À Londres, à l'époque de Cornelius Drebbel, on spécule volontiers sur l'existence d'un grand livre de la vie très ancien qui contiendrait toutes sortes de connaissances fabuleuses. Si à cette époque des gens mal intentionnés avaient fabriqué le Voynich, il leur aurait sûrement rapporté fortune et honneur. Le Voynich ne serait-il qu'une imposture? Un faux livre ancien et mystérieux? Une étude au microscope va ouvrir de nouvelles perspectives. Paul Asiatz est frappé par la qualité du tracé des dessins et du texte. La surface du vélin est très lisse, très nette. Je ne vois ni abrasion, ni trace de correction. L'auteur aurait-il pu tracer ces 200 pages de texte sans faire aucune faute? On peine à le croire. Mais Wilfried Voynich est la seule source d'information concernant la découverte du manuscrit. Et s'il avait menti? Et si, fort de son expérience d'antiquaire, il avait succombé à la tentation et fabriqué un faux livre ancien? Plusieurs spécialistes l'en ont déjà soupçonné. Grâce aux dernières avancées de la science, il est désormais possible de vérifier l'authenticité du manuscrit. Joseph Barabi, expert en microscopie, s'apprête à examiner le Voynich. Lui et son équipe de spécialistes ont déjà démasqué de nombreux faussaires. Qu'est-ce qui vous indique qu'un manuscrit est authentique et comment faites-vous pour le dater avec précision? On regarde si les méthodes employées correspondent à l'époque. On examine surtout les matériaux utilisés. Cherchons une page avec de beaux pigments. Joseph Barabi feuillette le livre à la recherche d'échantillons représentatifs. Ah, ça c'est bien. Au microscope, le manuscrit est encore plus beau. La preuve ultime de l'authenticité ou non du manuscrit se cache dans ces détails microscopiques d'une étonnante splendeur. Je vais prendre quelques échantillons de petite taille. Nous employons plusieurs méthodes d'analyse. La microscopie optique, qui étudie l'apparence de l'objet,
l'analyse élémentaire des particules, qui porte sur ses constituants, et les techniques de spectroscopie et de cristallographie, qui révèlent sa composition chimique. Nous obtenons ainsi une image d'ensemble de l'objet. Tous ces examens nous servent à déterminer la manière dont il a été fabriqué. La plupart des faussaires commettent des erreurs toutes bêtes. Ce sont ces erreurs que Joseph Barabi va rechercher. Il prélève des échantillons de pigments et d'encre sur différentes pages. C'est la toute première fois que ce type d'examen est réalisé sur le Voynich. Le vert est plus mystérieux. C'est la seule façon d'établir avec certitude l'authenticité d'un document ancien. D'après nos résultats, on a employé une encre métallogallique. Elle a sûrement été fabriquée en plusieurs fois, parce que sa composition varie légèrement. Le bleu, c'est de l'azurite, un très beau pigment minéral. Le rouge et le brun, ce sont des pigments à base de roche ferrique. L'ocre rouge tire sa couleur de l'hématite. Il est magnifique. En résumé, les matériaux utilisés pour le texte et les enluminures de ce document correspondent tout à fait à ceux qu'on utilisait au XVe et XVIe siècle. Mais le point le plus important est qu'on n'a trouvé aucun matériau suggérant un faux, exécuté au XIXe ou au XXe siècle. Autrement dit, l'analyse de l'encre et des pigments confirme l'authenticité du manuscrit de Voynich. Les pigments ont longtemps été des matières précieuses. La préparation des peintures nécessite des connaissances pointues. On utilise généralement de la gomme arabique comme liant. Il faut beaucoup de dextérité pour peindre avec des pigments naturels. Les poudres grossières sont les plus brillantes, mais ce sont aussi les plus difficiles à appliquer. Les couleurs éclatantes du Voynich n'ont pu être obtenues que par un grand coloriste. En comparaison, le tracé des dessins paraît bien grossier. De nombreuses figures, comme ce petit dragon ou ces femmes aux joues roses, ressemblent à des dessins d'enfants. À la bibliothèque de Yale, René Zandbergen rencontre Edith Sherwood. Elle a une théorie étonnante sur ses dessins. Le premier dessin du Voynich que j'ai vu était celui-ci. Mon hypothèse est qu'il s'agit d'une œuvre de jeunesse de Léonard de Vinci. Léonard grandit dans une famille aisée. Il manie sans doute les pinceaux depuis son plus jeune âge. Mais est-il possible que les dessins de Voynich soient ses premières œuvres? Ce dessin et les suivants ne sont pas très sophistiqués. Il a dû les peindre quand il était encore enfant. Un dessin en particulier a retenu l'attention d'Edith Sherwood. Ce dessin astrologique montre 15 femmes nues, assises dans leur bain. Certaines sont manifestement enceintes. Au centre, un bélier symbolise le signe astrologique du même nom.
Or, le signe du bélier correspond au mois d'avril. Si les 15 femmes symbolisent un nombre de jours, on obtient une date, le 15 avril. Les femmes sont enceintes et tiennent dans les mains des étoiles, symbole de la naissance. Une des femmes tient son étoile au bout d'un ruban très voyant. Sa position sur le cadran indique 22 heures. Pour moi, ce dessin représente probablement la date de l'anniversaire de Léonard de Vinci. Par la suite, Léonard pratiquera l'écriture en miroir pour coder ses notes. Le fait est célèbre. Faut-il voir pour autant dans le Voynich son tout premier exercice de cryptage? Léonard est l'un des plus grands peintres de la Renaissance et de toute l'époque moderne. Dès son plus jeune âge, il réalise d'excellents dessins qu'on ne saurait comparer aux croquis grossiers du Voynich. Pour Polazziatz, la théorie de l'exercice de cryptage ne tient pas debout. Le manuscrit de Voynich représente une somme de travail beaucoup trop importante pour cela. Ce manuscrit a-t-il coûté cher à la fabrication? C'est fort possible. Les pigments sont d'excellente qualité, en particulier ceux d'origine minérale. La preuve, c'est qu'ils ont gardé tout leur éclat jusqu'à aujourd'hui. Plus les feuillets sont grands, plus ils coûtent cher. Et cet ouvrage en contient beaucoup, dont une double page, ce qui est très rare. Les feuillets de cette taille doivent être taillés au centre d'une pièce de cuir. Rien que cela fait grimper le prix. Il fallait avoir les moyens d'acheter une telle quantité de vélin de premier choix et d'aussi beaux pigments. Il fallait aussi le temps de réaliser tout ça. Ça a dû représenter quelques années de travail. L'auteur a donc investi plusieurs années de sa vie et dépensé une petite fortune en matériaux. Ce livre devait avoir une grande valeur pour lui. Une valeur telle qu'il a choisi de crypter le texte. Quelle méthode de chiffrement s'offrait à lui? Gerhard Strasser est spécialiste des cryptographies anciennes. Le chiffre de César était très utilisé durant tout le Moyen-Âge. C'est un chiffrement par décalage, utilisé par Jules César. Le texte chiffré s'obtient en décalant l'alphabet de 4 lettres vers la droite. Le A devient un D, le B un E, le C un F. C'est un chiffre très simple à mettre en œuvre et très simple à casser. Il suffit de trouver de combien de lettres le texte est décalé. Au pire, il faut 26 tentatives pour le casser. Comme ce système n'est pas très sûr, on compose le premier répertoire, la première table de chiffrement, vers 1330, à la cour du pape. Des mots stratégiques comme papa, le pape, ecclesia, l'église, ou encore rex, le roi, sont remplacés par un code. Pour déchiffrer le texte, il faut posséder la liste des mots codés. Mais cette méthode a des défauts. On se retrouve vite avec de longues listes de mots codés qu'il faut tenir à jour, et l'existence même de ces listes constitue une menace. Le disque à chiffrer est plus maniable. En superposant plusieurs disques, on peut réaliser des chiffrements complexes. Le carré mis au point par Polybe dans la Grèce antique connaît également un regain de popularité à la fin du XVIe siècle.
Aujourd'hui, tous ces procédés paraissent bien simples. Les textes chiffrés avec ces vieux procédés sont-ils encore difficiles à décrypter de nos jours? Aujourd'hui, les systèmes d'analyse de fréquence des lettres et le déchiffrement assisté par ordinateur permettent de décrypter très facilement les textes anciens, jusqu'au XVIIe ou au XVIIIe siècle. On a besoin d'une masse critique de lettres. 30 lettres ne suffisent pas. Mais quand on a cette masse critique, on arrive tout à fait à décrypter le message d'origine, pour autant qu'il ait réellement du sens. Les signes kabbalistiques du Voynich ont-ils réellement du sens? Pour s'en assurer, il a d'abord fallu saisir l'intégralité du texte du manuscrit, soit quelques 170 000 caractères. C'est ainsi qu'on a pu comparer la fréquence d'apparition des lettres et des groupes de mots avec celle de différentes langues connues. Résultat, certaines lettres reviennent plus souvent que d'autres, comme c'est le cas pour les voyelles des langues indo-européennes. Mais dans l'ensemble, le texte ne présente pas les caractéristiques statistiques d'une langue. Même en mettant tous les moyens techniques modernes en œuvre, le Voynich reste une suite de signes sans queue ni tête. Le manuscrit paraît indéchiffrable. Le linguiste Gordon Rugg pense pourtant détenir la clé de l'énigme. Pour moi, si les techniques de cryptographie moderne ne permettent toujours pas de casser ce texte, c'est qu'il ne s'agit probablement pas d'un texte codé. Le Voynich ne contient-il donc aucun message secret? En tout cas, cette longue suite de signes évoque tout autre chose à Gordon Rugg. Certaines caractéristiques du texte sont très inhabituelles. On dirait tout à fait une langue artificielle à laquelle on aurait voulu donner l'apparence d'une langue naturelle. Pour donner l'illusion que le manuscrit contient un message secret, l'auteur aurait détourné un procédé de chiffrement ancien. La grille de Cardan est très simple à utiliser. C'est un morceau de carton avec des fenêtres découpées à certains endroits. On peut poser ce cache sur un texte pour faire apparaître un message caché. Mais on peut aussi l'utiliser pour produire un texte vide de sens. On pose la grille sur le texte, on note le mot que ça donne, puis on passe au mot suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne, et on recommence. Cette méthode permet de produire du texte très vite, quasiment à la vitesse d'écriture du scribe. Cela expliquerait pourquoi les meilleurs cryptographes ont échoué à résoudre l'énigme. Mais qui pourrait être à l'origine d'une telle mystification? Le suspect numéro 1 est un aventurier de l'ère élisabéthaine du nom d'Edward Kelly. Edward Kelly est un homme de loi et un écrivain public anglais. Pour le punir d'avoir falsifié des documents officiels, on lui aurait coupé l'oreille. C'est pour cette raison qu'il aurait porté une perruque toute sa vie. Kelly quitte l'Angleterre et voyage en Europe, où il se fait passer pour un savant. Pourquoi fabriquer un faux texte? Il y a plusieurs explications possibles. D'abord pour l'argent, tout simplement.
L'empereur Rodolphe II a payé le manuscrit de Voynich une petite fortune. Si c'est un imposteur qui l'a fabriqué en relativement peu de temps, il a dû faire un beau bénéfice. Rodolphe est connu pour sa crédulité. Il protège et finance de nombreux savants et sans doute des charlatans tout aussi nombreux. Edward Kelly lui offre ses services. C'est un alchimiste. Il prétend pouvoir transmuter les métaux ordinaires en or. Pour prouver la véracité de ses dires, Kelly propose de s'enfermer dans une pièce et de n'utiliser que des ustensiles que l'empereur aura inspectés lui-même. Bien sûr, Rodolphe l'observe. Kelly met donc en scène toute une cuisine savante destinée à ne produire rien d'autre qu'une forte impression. Puis ressort de la pièce en exhibant triomphalement une pépite d'or qu'il avait cachée sur lui. Le coup est réussi, l'empereur le prend à son service. Mais l'argent n'est pas le seul motif possible. L'auteur peut être un fou qui croit devoir retranscrire un message secret que les anges lui auraient confié. Mais Edward Kelly s'y connaît aussi en anges. Il les a invoqués plusieurs fois pour le compte du mathématicien anglais John Dee. Bien entendu, il est seul à comprendre la langue des anges qu'il appelle l'Énochien, et il dicte leur message tel quel à un John Dee totalement subjugué. Edward Kelly utilise un alphabet spécial noté sur une table magique. Évidemment, l'Énochien est une pure invention. John Dee mettra fin à ces séances lorsque les anges exigeront qu'il échange sa femme contre celle de Kelly. Edward Kelly avait un motif, les moyens et l'occasion de commettre cette imposture. Il avait aussi le bon profil. Edward Kelly a déjà inventé une langue imaginaire. Et il connaît sa victime idéale, en la personne de Rodolphe, aussi crédule que fortuné. Tout semble donc indiquer qu'il a fabriqué le manuscrit de Voynich. Les techniques d'aujourd'hui devraient permettre d'établir son imposture 5 siècles après les faits. Pour cela, Greg Hodgkins, de l'Université d'Arizona, va prélever des échantillons du manuscrit. Les pages sont en peau de veau. Comme pour toute matière organique, on peut connaître leur ancienneté par comptage du carbone 14. Jusqu'à présent, on avait rejeté cette possibilité parce que la datation au radiocarbone nécessite de prélever des échantillons assez importants. Mais l'on vient de s'y résoudre. On va donc enfin connaître avec certitude la date de création du Voynich. Greg Hodgkins prélève 4 échantillons sur 4 pages différentes afin d'augmenter la précision de la mesure. Quelques semaines plus tard, on connaît enfin les résultats. Ils surprennent tout le monde.
Voici les mesures des 4 échantillons prélevés sur le manuscrit de Voynich. Comme vous pouvez le voir, les 4 dates sont très rapprochées. Il semblerait que le manuscrit ait été fabriqué en un temps relativement court. On peut même considérer qu'on n'a pas mesuré 4 objets différents, mais un seul et même objet 4 fois, ce qui augmente évidemment la précision des résultats. La moyenne des mesures que j'ai effectuées donne les résultats suivants. On peut affirmer avec un indice de confiance de 95% que le manuscrit a été fabriqué entre 1404 et 1438. Les spécialistes n'en reviennent pas. Ce résultat balaie toutes les théories sur l'origine du Voynich. Exit Jacob de Thébenech et Roger Bacon. Léonard de Vinci est également mis hors de cause. Il est né un demi-siècle trop tard. Même Edward Kelly est blanchi puisqu'il a vécu 150 ans après les faits. Absolument personne n'avait imaginé que le manuscrit puisse dater du début du XVe siècle. Le manuscrit de Voynich a été écrit vers 1420. Cette donnée jette une nouvelle lumière sur un détail d'une illustration. Parmi les 200 et quelques pages de vision fantastique, on trouve un seul et unique dessin réaliste d'une forteresse, avec ses tours et ses remparts. Les créneaux en queue d'hirondelle sont très caractéristiques. Plus tard, cette forme de créneau se répandra dans toute l'Europe. Mais au début du XVe siècle, on ne la trouve que dans le nord de l'Italie. À la Renaissance, cette région est l'une des plus riches et des plus puissantes d'Europe. C'est ici que le manuscrit de Voynich a été composé. Jusqu'à présent, on ignorait la date et le lieu de fabrication du manuscrit. Ces deux informations cruciales donnent enfin un cadre historique au Voynich. Cela va grandement faciliter les recherches. On pourra fouiller les archives de la région de Milan à Venise. Quelles informations livreront-elles? L'enquête passionnante se poursuit. La datation est une avancée majeure. Elle nous offre une nouvelle chance de comprendre enfin le manuscrit de Voynich. Même si pour l'instant, il reste ce qu'il est depuis 6 siècles, l'une des plus grandes énigmes de tous les temps.